Écoute. Bonjour, deuxième podcast depuis le Covid-19. Nous les reprenons avec une grande joie toutes les semaines. Et nous allons parler aujourd'hui de l'Amérique. L'Amérique qui s'embrase. Alors déjà, Donald Trump était très critiqué pour sa gestion jugée chaotique du Covid-19. Et voilà que désormais, l'Amérique semble à feu et à sang suite au meurtre par un policier blanc d'un noir, George Floyd, qui a mis vraiment le feu à l'Amérique et sur lequel Donald Trump semble s'amuser à verser un peu plus d'essence pour alimenter les haines et également conforter sa réélection. Nous en parlons avec Marie-Cécile Nave, qui est directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, auteur d'ailleurs aux éditions Erol de la géopolitique des États-Unis. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Donc on a vraiment l'impression d'une situation qui devient incontrôlable aux États-Unis, avec des manifestations qui se transforment en émeutes, des scènes de pillage et un président américain qui est obligé de se réfugier dans le bunker de la Maison-Blanche. Oui, c'est vrai que c'est une information assez incroyable et que lui-même a assez mal acceptée. D'ailleurs, c'est une situation qu'il a assez mal acceptée et donc il a essayé de reprendre la main sur l'iconographie et sur le récit qu'il veut faire de sa présidence en ces temps un peu compliqués. Donc il a fait une courte allocution dans les jardins de la Maison-Blanche avant de faire évacuer les manifestants autour de la Maison-Blanche à coups de gaz lacrymogène pour se rendre dans l'église des présidents à quelques pas de là et brandir une Bible et réaffirmer les valeurs de combativité, de force, contre la faiblesse et les manifestants qu'il assimile, où il crée des amalgames avec les émeutiers. Et tout ceci entouré d'hommes blancs, donc il y a une cohorte d'hommes blancs qui se rendent dans l'église pour réaffirmer les valeurs culturelles de l'Amérique chrétienne et qui fait référence aussi à la loi et à l'ordre. C'était un mot de Nixon. Donc on est plutôt dans un storytelling de la brutalité, de l'intransigeance, et pas du tout dans celui de l'empathie et de l'apaisement, ce qui évidemment contribue à souffler sur les braises des violences et des clivages. Alors j'oserais presque dire des meurtres de noirs par les policiers blancs, ce n'est pas... c'est relativement fréquent aux États-Unis. Pourquoi celui-ci a déclenché un tel mouvement de protestation qui par ailleurs s'étend à l'échelle mondiale? Ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est que on a les images de sa mort et de son agonie en direct. Et par ailleurs, il prononce exactement les mêmes mots que Eric Garner. I can't breathe, je ne peux plus respirer. Eric Garner qui avait été lui-même étouffé par un policier blanc en 2014, et c'est ce qui avait lancé le mouvement Black Lives Matter. Donc on a l'impression qu'en 6 ans, il ne s'est rien passé, c'est les mêmes images, c'est les mêmes mots. Et cette impression de statu quo, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres dans la communauté noire, mais dans un contexte déjà de frustration et de colère important, avec les conséquences très dures du Covid-19 sur la population noire en termes de chômage, en termes d'accès à la santé, en termes de mort aussi du Covid, et puis des inégalités sociales et raciales qui se croisent d'ailleurs aux États-Unis dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à toutes les ressources. Et c'est un peu le déclencheur d'une vague de colère qui a un terreau bien plus ancien, qui était déjà là sous Obama et qui date dans les représentations collectives de la dangerosité de l'homme noir dans l'espace public qu'on retrouve dans une partie de la police américaine qui remonte à l'époque de l'esclavage. Alors il y a une résonance avec les années 60, puisque dans les 60 c'est à la fois l'affirmation des droits civiques et en même temps la conquête spatiale, donc les deux faces de l'Amérique. Et aujourd'hui, on lance SpaceX et il y a des émeutes. Est-ce que donc rien n'a bougé depuis les années 60 ? C'est vrai qu'on a un peu cette impression de retour en arrière et d'une Amérique nostalgique en fait. Ça donne l'impression un peu d'une Amérique nostalgique. Et d'ailleurs, Trump, pendant sa campagne de 2016, il disait que sa période préférée de l'histoire américaine, c'était les années 50.
alors c'est pas tout à fait les années 60, mais c'était l'époque de la ségrégation quand même. C'était justement avant l'affirmation du droit des Noirs, alors. C'est vrai, c'était avant les lois anti-ségrégation, où chacun était à sa place en fait. Les Blancs étaient à leur place, les Noirs étaient à leur place, les hommes et les femmes aussi. Donc c'est une Amérique qui a plus du tout ces repères-là, et on voit bien qu'on est dans une sorte d'affirmation d'une guerre culturelle, dans une nostalgie peut-être d'un âge d'or qui est mythifié, mais qui est plus du tout en phase avec les aspirations, avec les attentes sociales, et qui, à l'échelle internationale, comme tu l'as dit tout à l'heure, trouve un écho tout à fait impressionnant. On a des mobilisations sur l'ensemble des continents, pas dans tous les pays, mais quand même de Vancouver à Berlin, en passant par y compris en France, Pékin, Paris, Addis Abeba, où il y a une solidarité avec la communauté noire américaine contre les violences et contre le racisme, et un racisme qu'on retrouve dans d'autres pays et qui suscite des attentes sociales et une colère forte. Et puis aussi sur le terreau de manifestations, de mobilisation contre les pouvoirs établis, contre la corruption des pouvoirs qu'on a vu ces dernières années dans de nombreuses parties du monde. On a aussi un peu le sentiment de dire, tout le monde en 2008 se félicitait de l'élection de Barack Obama en disant que les choses avaient changé de façon fondamentale, que plus rien ne serait comme avant. Il y a eu effectivement de nouveau des incidents et des meurtres de Noirs par des policiers sous le mandat d'Obama. Et donc on a un peu l'impression, est-ce que l'on peut dire que la cause des Noirs n'a guère avancé sous les 2 mandats de Barack Obama ? C'est sûr que l'élection d'Obama avait suscité tellement d'attentes, tellement d'espoir que c'était peut-être un peu trop par rapport à son pouvoir d'action. Après, Obama, il a été aussi élu sur un projet qu'on a qualifié à l'époque de post-racial, c'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu être trop associé à la communauté noire, mais avec un discours plutôt d'unité, d'union et de paix. Ça a évidemment pas suffi pour éteindre les clivages raciaux qu'il peut y avoir dans l'Amérique. C'est pas un homme seul qui peut faire ça. Et puis sur le plan spécifique de la police, il a essayé de mettre en place des mesures pour lutter contre le racisme structurel ou les habitudes racialisées, on va dire, structurelles de la police, avec le déploiement de caméras, par exemple. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, la formation de la police, la gestion de la police ne dépendent pas de l'État fédéral, elles dépendent des États fédérés et des villes. Donc c'est un peu au bon vouloir des autorités locales. Et puis le fait qu'il y a une impunité telle dans les violences policières ne permet pas de lutter efficacement contre ces violences, même si ça a l'air de changer un petit peu, puisque le policier qui a tué George Floyd fait l'objet d'une poursuite au pénal. Non seulement il a été viré, mais il est fait maintenant d'une inculpation. Alors Barack Obama s'est exprimé lundi, justement en envoyant, et ça fait référence à ce que vous venez de dire, ce n'est pas un homme seul qui peut agir. Il s'est exprimé, il n'a pas appelé à voter contre Trump, il n'a pas appelé à voter pour Biden, mais il a appelé à voter justement au niveau local, en disant que c'est par une approche, je dirais, de la base que l'on peut modifier les choses. Oui, ce que fait Barack Obama depuis qu'il n'est plus président, c'est soutenir une fondation, sa propre fondation, qui encourage les Young Leaders, et notamment les jeunes leaders dans la communauté noire, garçons et filles, à s'affirmer, à s'émanciper, à prendre la parole, à mener à bien des projets. Et donc, c'est pas la première fois qu'il appelle les jeunes à aller voter. Il avait fait un tweet il y a quelques années en disant « Don't boo, vote ». Arrêtez de vous plaindre et arrêtez d'être seulement dans la protestation, mais allez vous exprimer dans les bureaux de vote. Et là, effectivement, dans ce court article dans Medium, il appelle à aller voter aux élections locales, il appelle à se mettre au travail. La dernière phrase de l'article, c'est « Let's go to work, let's go back to work ». Retournons au travail, mettons-nous au travail. C'est-à-dire que la colère doit être transformée en proposition et non pas seulement rester à la protestation dans la rue. Et ça peut être un atout pour Biden, qui a du mal à séduire la jeunesse multiculturelle, y compris la jeunesse noire, alors qu'il est très populaire plutôt chez les seniors de la communauté nord-américaine. Oui, parce que le tournant des primaires américaines a été la primaire de Caroline du Nord, où Biden a beaucoup plus que Sanders profité du vote noir.
Oui, Biden, il bénéficie de l'aura très positive d'Obama parce qu'il a été son vice-président pendant 8 ans, mais plutôt chez les plus de 45-50 ans de la communauté noire. Chez les jeunes, il a un peu plus de mal. C'est plutôt une jeunesse... Surtout qu'il s'était affiché avec des ségrégationnistes dans le passé. Oui, et qu'il est aussi adepte de gaffe. Il a encore fait une gaffe il y a quelques jours en disant « si vous votez pour Trump, c'est que vous n'êtes pas noir ». Donc il est obligé de rattraper un peu toujours les bévues qu'il peut dire. Mais par ailleurs, la jeunesse progressiste américaine, qu'on décrit parfois de manière un peu caricaturale d'ailleurs, elle est effectivement très engagée sur différentes causes, sur la question des violences policières, mais aussi la limitation du port d'armes, sur le climat, sur l'égalité de genre. Elle a un agenda comme ça intersectionnel, mais ça veut pas dire qu'elle va voter, ça veut pas dire qu'elle se déplace dans les bureaux de vote, et donc tout le défi pour Biden, c'est d'encourager cette jeunesse-là à aller voter pour lui, et sans doute il faudra qu'il propose un programme, un agenda qui mette le curseur plus vers la gauche et qui prenne en compte ces revendications de la jeunesse multiculturelle américaine. Alors, il a mis dans son équipe de campagne Alexandra Ocasio-Cortez, qui est l'égérie de cette génération dont vous parlez. Et en même temps, on n'a pas le sentiment que sa campagne démarre. Alors, il était confiné dans son sous-sol, mais on a quand même un peu ce sentiment étrange qu'il n'est peut-être pas la bonne personne au bon endroit pour battre Trump. Oui, c'est vrai qu'il souffre d'une invisibilité un peu problématique aujourd'hui. Alors, c'est dû en partie au confinement, parce qu'il fait partie des personnes à risque, Biden. Donc, Trump également, alors que Trump va partout. Trump ne se considère pas comme faisant partie des personnes à risque. D'ailleurs, il refuse de porter un masque, etc. Mais comme c'est le président et comme il est toujours dans la provocation, il est tout le temps sous le feu des projecteurs. Et Biden a un peu du mal à exister médiatiquement. Mais on peut peut-être penser qu'il va mettre l'accent avec son équipe sur les quelques États clés où l'élection risque de se jouer le 3 novembre prochain. Ça fait partie des possibilités qu'on entend chez les stratèges de campagne de Biden, mais il a quand même du mal, c'est vrai, à représenter quelque chose de neuf, à représenter un peu l'audace, de la prise de risque. On est plutôt dans les vieilles recettes, à la fois en termes programmatiques, même s'il a un agenda beaucoup plus à gauche qu'Obama en 2008, et à la fois dans le style, dans la rhétorique, même s'il a un leadership complètement opposé à celui de Trump, qui est beaucoup plus coopératif et beaucoup plus bienveillant, et peut-être que ça peut jouer en sa faveur auprès d'un électorat plutôt âgé et qui notamment a souffert du Covid-19 et qui ne fait pas trop confiance à Trump visiblement pour la suite des événements. Et comment cet électorat âgé va juger la politique de Trump par rapport aux manifestations et aux émeutes, Trump fait un lien. Est-ce que sa stratégie, je dirais, de polarisation extrême de deux camps, en se faisant passer pour le parti de l'ordre, peut être gagnante? Est-ce qu'il va apparaître comme le recours de l'ordre et de la loi par rapport à des émeutiers et par rapport à une anarchie qu'il présente lui-même comme se répandant contre son fait? Alors, c'est très intéressant de suivre ce sujet-là, effectivement, parce que les derniers sondages montraient que chez les plus de 65 ans, Trump perdait du terrain, y compris dans le camp républicain, du fait de sa mauvaise gestion du Covid-19. Mais peut-être que c'est aussi une population qui va être très inquiétée, qui va s'inquiéter de ces images d'émeutes et de violences, et de voir une jeunesse multiculturelle, une jeunesse noire qui peut-être est présentée comme menaçant les fondements et les structures de l'Amérique. Ça peut être aussi un atout pour Trump. Il y a fort à parier que les républicains vont utiliser ces images comme des images peut-être de propagande aussi dans certains États qui sont déterminants pour l'élection du 3 novembre. Ça peut se retourner en faveur de Trump, effectivement, auprès d'un électorat qui a peur de la modernité, qui a peur de l'avenir et qui craint aussi, qui se souvient peut-être des violences des années passées, peut-être des émeutes de Los Angeles en 92, et qui se souvient des années 60 peut-être pour une partie d'entre elles, et qui peut être rassuré par quelqu'un qui rappelle la loi, qui rappelle l'ordre, même si pour l'instant chez Trump ça reste uniquement du ressort de la rhétorique et de la menace. Il a menacé d'envoyer l'armée de métier dans les États où les violences sont les plus fortes, mais il ne peut pas le faire d'un simple claquement de doigts. Il y a un certain nombre de précautions juridiques qui l'empêchent de le faire.
On avait déjà dit après son élection en 2016 que les États étaient désunis et qu'il y avait vraiment les rouges et les bleus. Disons que Hillary Clinton était répulsive pour tous ceux qui ont voté Trump et Trump était répulsif pour tous ceux qui ont voté Hillary Clinton. C'était plus un vote de rejet de l'autre qu'un vote d'adhésion pour beaucoup. Est-ce que le fossé ne s'est pas encore accru et que cette stratégie de Trump de radicaliser la situation pour consolider son électorat va encore accroître le fossé entre... Est-ce qu'on a vraiment deux Amériques dressées l'une contre l'autre? C'est sûr que la polarisation de la société américaine, elle date pas de Trump, mais lui, il l'a encouragé. Et ça, c'est un des legs du Trumpisme, c'est vraiment l'exacerbation de tous les clivages, et en particulier évidemment des clivages électoraux. Tout le pari du Parti démocrate, c'est de faire de Biden un candidat plus consensuel vis-à-vis de toutes les couches potentielles de l'électorat démocrate. Mais chez la jeunesse, ça va être un petit peu compliqué de les convaincre d'aller voter Biden, même s'il y a une grande différence par rapport à 2016. Parce qu'en 2016, personne ne croyait que Trump allait gagner, alors que là, tout le monde sait qu'il peut être réélu. Donc ça peut être un effet mobilisateur pour oui, l'effet surprise, l'effet inattendu ne peut plus jouer. Ne fonctionnera pas, et le sentiment anti-Trump est tellement fort que peut-être ça a fonctionné en 2018 avec les élections de mi-mandat. Il y a eu vraiment un effet anti-Trump qui a conduit les gens à aller voter en masse, y compris les jeunes générations. Donc ça, c'est aussi un espoir pour le Parti démocrate. Et comme toujours, il y a des sondages qui sont faits au niveau national alors que le vote n'a pas lieu au niveau national. Les sondages au niveau national sont très défavorables à Trump, mais ça, c'est pas nouveau, c'est presque depuis le début de son mandat. Mais on sait que ça risque de se jouer à 3, 4, 5 États, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, mais d'autres États comme l'Arizona, par exemple, qui était traditionnellement acquis aux républicains, pourrait basculer, et inversement, d'autres États démocrates pourraient basculer dans le camp républicain parce que il y a une stratégie de communication très micro par les annonces Facebook, par le porte-à-porte, par une campagne de terrain dont les Américains sont très friands et dans lesquels ils sont experts, qui peuvent faire basculer les choses à quelques dizaines de milliers de voix près. Peut-être qu'on rejouera le scénario de 2016. On rappelle que Trump a perdu de 3 millions de voix au niveau national, mais il a emporté dans 3 États clés avec 70 000 voix d'écart. Avec peu d'électeurs, effectivement. Alors, on est face, on voit des policiers qui mettent un genou à terre pour rendre hommage aux Noirs. Il y a à la fois les suprématistes blancs qui se déchaînent. On a vu des images, effectivement, de gens on sait qu'il y a 300 millions d'armes qui circulent dans le pays. Et Trump n'appelle pas réellement au calme et à la prudence dans ses déclarations. Est-ce que, il est toujours difficile, bien sûr, de faire des pronostics quand la situation est en train de se dérouler, mais est-ce que de cela, il y aura des États-Unis plus conscients quand même du sentiment de devoir par rapport à l'autre, ou est-ce que la haine va l'emporter? Lorsque cette crise due au meurtre de George Floyd va terminer, est-ce que la volonté de dépasser les questions raciales va l'emporter sur la haine de l'autre? La population américaine qui éprouve une haine raciale, par exemple, ou on va dire une rancœur très forte par rapport à d'autres groupes sociaux, c'est pas la majorité de la population, mais c'est une base électorale qui est très galvanisée, qui est très mobilisée pour aller voter et pour faire du lobbying et du militantisme sur le terrain. Et là-dessus, les États-Unis ont une histoire très importante, un savoir-faire très important. Il peut, à contrario, y avoir une prise de conscience que l'image des États-Unis s'est fortement dégradée dans le monde, que la politique commerciale vis-à-vis de la Chine ne sert pas autant les intérêts des industries et des fermiers qu'il l'a promis, que aussi la crise économique qui est en train de secouer les États-Unis comme le reste du monde à cause du Covid, c'est à mettre au discrédit de Trump, peut-être qu'il peut y avoir dans une partie de l'électorat modéré, indépendant, c'est cet électorat-là qu'il faut regarder avec attention, que finalement, 4 ans de Trump
c'est peut-être assez et qu'il est temps de repartir vers un autre projet de société, mais c'est compliqué de le prévoir parce que on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux Amériques qui s'affrontent, mais c'est pas forcément la majorité de la population américaine. La population américaine dans sa majorité, elle ne manifeste pas, elle n'est ni pro-Trump de manière virulente, ni anti-Trump de manière virulente. Elle regarde ce qui se passe et elle se positionne en fonction des événements, mais peut-être que quand même la dégradation des conditions économiques, des relations sociales, de l'image des États-Unis dans le monde peut convaincre un électorat modéré plus important qu'en 2016 qu'il faut une autre gouvernance, un autre leadership. Alors on sait que le mouvement évangélique est très favorable et très engagé en faveur de Trump, d'où cette scène d'ailleurs à l'église qui aurait été destinée. En même temps, la communauté noire est très présente aussi dans le mouvement évangélique. Comment cette communauté noire qui appartient au mouvement évangélique peut réagir vis-à-vis de ces événements ? Alors c'est vrai que les évangéliques ne sont pas un bloc monolithique. Ceux à qui Trump s'adresse, c'est ceux qui sont plutôt radicaux, ultra-conservateurs sur les questions de mœurs aussi, qui ont une vision un peu, missionnaire aussi en matière de politique étrangère. C'est à eux qu'il s'adresse quand il veut déplacer la capitale israélienne à Jérusalem. L'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà. Quand il encourage la colonisation en Israël, c'est à cette population-là qu'il s'adresse. Trump, il a quand même besoin de l'électorat africain-américain. En 2016, il a remporté uniquement 8% de cet électorat-là, mais il a besoin, dans certains États clés, j'y reviens, mais c'est vraiment essentiel de parler du vote dans certains États clés, il a besoin de gagner 1 ou 2 points dans cette population-là pour l'emporter. Et ces stratèges le savent. Il a à la Maison-Blanche 2 types de stratèges, pour faire vite. Il y a ceux qui sont vraiment sur une dynamique très sécuritaire, très identitaire, restauration de l'Amérique blanche, etc. Et puis les autres qui sont un peu plus pragmatiques et qui savent bien que il ne peut pas s'aliéner complètement la communauté noire parce que ça peut se jouer à très peu. Donc, c'est vrai que ce message peut être risqué. Ce message vis-à-vis de l'électorat évangélique en finalement stigmatisant les Noirs et en laissant entendre que c'est plutôt les Blancs qui sont menacés dans cette Amérique aujourd'hui et pas les Noirs par le racisme, ça peut être risqué auprès de l'électorat noir, oui, c'est vrai. C'est donc aussi un paramètre à prendre en compte. Est-ce que le Covid va jouer un rôle ? Est-ce que Trump peut espérer un redémarrage de l'économie américaine d'ici les élections, ou est-ce que sa promesse de dire qu'il est le mieux placé pour rebâtir l'Amérique après un dommage qui vient de l'étranger et dont il n'est pas responsable peut séduire de nouveau une partie de l'électorat ? C'est vrai que le coronavirus, c'est pour lui le Chinese virus. C'est le virus chinois qui a été imposé de l'extérieur et contre lequel il ne pouvait rien faire. C'est son plus grand souhait, que l'économie reparte rapidement. C'est même presque son obsession. D'ailleurs, quand il appelle aux États pour qu'ils déconfinent, pour qu'ils réouvrent les entreprises, pour que les écoles rouvrent, etc., c'est dans ce but-là, parce qu'il s'est tellement glorifié d'avoir obtenu des résultats économiques merveilleux pour l'Amérique pendant les 3 premières années de son mandat, que finir sur une récession et un chômage exponentiel ruinerait une grande partie de son crédit. Il le sait très bien. Sans doute que le Covid va laisser des traces dans la population. Il y a des populations qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, ou qui sont plus inquiètes aussi. On en a parlé tout à l'heure avec les populations seniors. Mais c'est aussi une économie qui peut repartir facilement, les États-Unis. C'est-à-dire, on perd son emploi facilement, mais on peut en retrouver un facilement, beaucoup plus que dans d'autres régions du monde. Donc, il n'est pas exclu que les choses soient sinon complètement inverses à ce qu'elles sont aujourd'hui à l'automne, mais que la récession soit moins forte ou que ça se stabilise, auquel cas, évidemment, ça serait un point positif pour lui. Mais si ça ne fonctionne pas sur l'économie, il redoublera d'efforts, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui sur la rhétorique identitaire et sécuritaire, qui permet de masquer un peu d'autres aspects sur lesquels il a moins de prise. En tout cas, donc, si je comprends ce que vous dites, aussi bien par rapport à l'affaire George Floyd que par rapport au Covid-19, que par rapport
rapport à la situation économique, il est trop tôt pour faire des pronostics, et une fois encore, on connaîtra le résultat une fois que les gens ont voté, mais que les enquêtes d'opinion, les sondages ne servent pas à grand-chose pour le moment. Les tendances sont plus en faveur de Biden aujourd'hui, au niveau national comme au niveau local, mais je rappelle qu'en 2016, on a tous globalement manqué de prudence, on a été un petit peu trop sûr que Trump ne pouvait pas gagner. Donc il faut être très très prudent, et il nous a habitués aussi à tellement de revirements, à tellement de volte-face et à tellement d'incertitudes que c'est bien malin celui qui peut dire qu'il va être élu le 3 novembre, même si la tendance n'est pas forcément en sa faveur aujourd'hui, mais il reste encore 5 mois. Merci Marie-Cécile Nave, je renvoie à la lecture de votre livre Géopolitique des États-Unis, paru aux éditions Erol. Merci.